J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi? Ne jamais croiser les effluves. Bon, alors qu'est-ce que vous avez? J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. Vous les connaissez, statistiquement au moins. Ils ou elles sont ce 1% de la population, mais ils sont aussi, sans que vous le sachiez, vos amis. Ce voisin que vous croisez rarement dans l'ascenseur, votre voisine de transport en commun avec son casque sur les oreilles, l'hôtesse d'accueil qui fait l'effort de vous sourire, ou même encore ce gamin qui se tient là, un peu à l'écart des autres, plus silencieux ou bourrillon que ses camarades. C'est peut-être même aussi votre psy. Ces personnes, ce sont des personnes avec autisme, invisibles pour la plupart. Des personnes comme vous et moi, qui présentent ce que l'on appelle aujourd'hui un trouble du spectre de l'autisme, en abrégé un TSA. Moi, je m'appelle Pascal, j'ai 50 ans et j'ai été diagnostiqué très tard, il y a 2 ans, à 48 ans, quand je me suis écroulé sous le poids de la vie et des compensations qui devenaient insuffisantes. Et ça, c'est une autre histoire. Ici, on va parler autisme, d'autisme vécu, à travers 10 thèmes, un par épisode, et on donnera la parole à des personnes concernées, des personnes avec autisme. Si ces personnes sont mineures ou présentent une déficience verbale, alors ce seront leurs parents que j'interrogerai. Ces personnes ont accepté de témoigner pour faire entendre publiquement leurs paroles, celles de tous les autismes. Vous entendrez aussi à la fin de chaque épisode un ou une professionnelle de l'autisme réagir à ce que vous venez d'écouter. Allez, c'est parti pour ce premier épisode. Merci d'être avec nous, de mettre vos oreilles sur orbite. Laissez-vous entraîner dans leur bulle. Je suis Pascal Bélan-Capenel et vous écoutez Trouble dans le spectre. Alors j'avais une vision très caricaturale en fait de l'autisme. Pour moi, une personne autiste, c'était une personne déjà non-verbale, qui s'automutile. Donc c'était vraiment quelque chose qui ne correspond pas du tout à la réalité. Cette représentation, je pense qu'elle est beaucoup issue de ce qui était véhiculé par les médias. Je dis véhiculé avant, puisque maintenant les choses sont en train de bouger, même si on est encore, je trouve, assez loin de la réalité de ce que peut être un trouble du spectre de l'autisme. Et je pense que certains films ont toujours montré les personnes porteuses d'un TSA comme des personnes phénoménales, soit parce qu'elles étaient montrées super intelligentes dans un domaine particulier, ou soit sous-efficientes en quelque sorte. Bref, oui, c'est une représentation qui était, comme je le disais au départ, très très caricaturale. Ce que dit Catherine là, qui est elle-même porteuse d'un TSA, c'est que les personnes avec autisme peuvent partager, avant de recevoir leur diagnostic, les mêmes conceptions sur le sujet que la population générale, les mêmes conceptions quant à l'expression de cet autisme et de ses origines. Catherine n'est pas la seule à partager ces conceptions de l'autisme. Elles ont une histoire institutionnelle qui transparaît souvent dans la pop culture et en particulier dans le monde du cinéma ou des séries. Écoutez plutôt Audrey, la maman de Clara, 15 ans, toutes les deux avec un TSA. Bon, des films, oui, certainement. On a tous un peu en tête Rain Man ou Forrest Gump. Oui, je pense que cette vision, elle vient essentiellement de là. Et puis aussi un petit peu on entend aussi beaucoup les gens face à quelqu'un d'un peu étrange, d'un peu timide, dire de façon négative, bah celui-là il a l'air autiste. Malheureusement, je pense que c'est peut-être même encore cette phrase-là qui était le plus clair à l'époque dans ma tête. Même chose pour Amélie, la maman du petit Quentin, 5 ans, avec un TSA. Bah, comme tout le monde, un peu, moi, j'ai vu Rain Man. Et globalement, ma vision de l'autisme, c'était ma vision de Rain Man. J'avais pas tellement d'idées sur ce que c'était l'autisme. Comme beaucoup de gens nés dans les années 80, on faisait des blagues en disant t'es autiste, et c'était un peu une sorte d'insulte gentille, mais un peu insulte quand même. Et c'est même après, en fait, qu'on a réalisé qu'on avait des conceptions qui étaient complètement fausses. On aimait bien regarder, quand on était un jeune couple sans enfants, la série Big Bang Theory. Et en fait, c'est fou parce que dans cette série, ils disent pas que Sheldon est autiste. Et on le savait pas. Et on avait arrêté de regarder. Il y a quelques années, c'était
dernier épisode de la dernière saison, on s'est dit tiens, ça va nous rappeler quelque chose, on va le regarder. Et en regardant, on s'est dit mais en fait il est autiste quoi. Et pourquoi c'est pas dit? Pourquoi c'est pas dit? Et on a eu honte de se dire mais on n'avait jamais réalisé quoi. Alors que c'est vraiment une série qu'on aimait bien regarder et on n'avait jamais réalisé que c'était ça en fait, que ça pouvait être ça. Si Sheldon n'est pas explicitement étiqueté autiste dans la série, c'est peut-être parce que le mot lui-même renvoie à un imaginaire pathologique et que cet imaginaire pathologique se traduit souvent par une stigmatisation sociale. Rappelons ou disons simplement que les troubles du spectre de l'autisme ne sont dus ni à un comportement inadéquat des parents, ni à un traumatisme, et que cela ne s'attrape pas comme un rhume. L'autisme ne se soigne pas non plus. L'autisme n'est pas une maladie, c'est une condition issue d'un développement neurologique particulier, un fonctionnement cérébral atypique influencé par des facteurs génétiques. On est autiste et on ne devient pas, même si certains troubles connexes peuvent s'accentuer ou être minorés par un travail psychologique ou une médication. Magali est la maman de Julien. Julien est un adolescent de 16 ans maintenant. Il est porteur d'un autisme non-verbal. Ce terme est souvent utilisé pour signifier l'impossibilité de communiquer en prononçant des mots. Magali est elle aussi porteuse d'un TSA. Alors en fait, je pensais que l'autisme c'était... à l'époque c'était en 2005. Je pensais que c'était une personne qui se balançait d'avant en arrière, qui ne parlait pas. Et qui faisait des crises. Et je pensais que c'était juste cette conception de l'autisme. Et c'est surtout avec des reportages sur des enfants autistes que j'ai imaginé que l'autisme c'était comme ça. Et uniquement comme ça. Comme Magali, Françoise est la mère de Rémi. Rémi est aujourd'hui adulte, il a 42 ans, il est porteur d'un TSA non-verbal. Françoise a aussi perçu l'autisme de son fils à travers une série TV. Eh bien, en fait, la représentation que j'en ai eue, elle m'est venue d'un reportage TV qui était sur un jeune garçon de 7 ans qui était autiste. Et c'était un documentaire extrêmement humain et, je dirais, bien fait, de Denis Carlin et Tony Lenné. Donc je crois que Tony Lenné était un psychiatre et Denis Carlin faisait beaucoup de reportages autour des problématiques psy. Et donc j'avais regardé avec beaucoup d'intérêt ce documentaire. Mon fils Rémi avait 2 ans à l'époque. Je me sentais absolument pas concernée. Et ce petit garçon était, à la fois effrayant et fascinant dans son comportement. Voilà la première représentation que j'ai eue de l'autisme. Avant de recevoir le diagnostic, moi j'avais la sensation que les personnes autistes, du coup, c'était la plupart du temps des gens qui avaient très peu de capacité sociale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas particulièrement d'amis, par exemple, qui étaient des génies, principalement des hommes. Et je veux dire, c'était vraiment cette idée vraiment Rayman ou un peu Sheldon, j'ai dit quoi. Enfin, genre pas une femme. Ou alors si c'était une femme, c'était quelqu'un de très timide, très renfermé sur elle-même, vraiment très très peu verbal, très mignonnette quoi, mais pas un bulldozer comme moi quoi. Ça, c'est Florence, une jeune femme avec un TSA. Florence a 30 ans et a été diagnostiquée vers ses 28 ans après un parcours compliqué. L'autisme de Florence était comme beaucoup rendu invisible par les compensations qu'elle produisait. Son autisme était aussi camouflé par ce que l'on appelle aujourd'hui les comorbidités, des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, une anxiété généralisée, etc. Florence le dit très bien, elle ne se reconnaissait pas dans les modèles d'autisme véhiculés par la pop culture. C'est ça. En fait, il y avait vraiment des types d'autisme qui étaient vraiment surreprésentés. Donc déjà masculin, intellectuel, génie, tout ça, dans la pop culture. Mais même sur Internet, je me retrouve pas vraiment. Et il va vraiment fallu creuser dans Internet avant que je trouve. Et ça, je me dis, mais en fait, on représente tout le temps ces autistes très intelligents, qui ont des intérêts restreints très prenants
Et au final, les autistes qui sont juste là en mode nous, en fait, on est normaux, on n'a pas de capacité spéciale, on n'est pas super intelligent, on n'est pas super doué non plus. La difficulté d'identification n'est pas nécessairement véhiculée par la pop culture ou Internet. Elle peut tout à fait aussi naître d'une rencontre ou d'un événement de vie. Par exemple, quand j'étais en cours de diagnostic, à un moment donné, j'en avais parlé à quelqu'un que je connaissais et il m'avait dit « Mais non, tu peux pas être autiste. Regarde, ma cousine, elle est autiste. » Et au mariage alors je ne sais plus qui c'était, on a même dû lui expliquer quand est-ce qu'il fallait taper dans les mains, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Je disais « Ah, mais peut-être qu'elle est autiste, mais avec une déficience intellectuelle à ce moment-là. » Et elle me dit « Non, elle est autiste Asperger, parce qu'à ce moment-là, voilà, c'était le mot qui revenait principalement. Non, elle est autiste Asperger, elle a pas de déficience intellectuelle du tout, elle a une oreille parfaite, voilà, elle a des passions très très prenantes et tout, et on a dû vraiment tout lui expliquer dans le mariage. » Et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, moi, on n'a pas besoin d'absolument tout m'expliquer. Globalement, j'ai principalement appris, justement, en regardant masse films, masse séries, en lisant pas mal de livres, en regardant beaucoup de documentaires aussi. Et donc, c'est vrai que moi, il n'y a pas vraiment eu besoin de m'apprendre certains trucs comme ça. Et je me disais, oui, c'est vrai, moi, si je vais dans un mariage, je sais quand il faut faire à peu près les trucs. Donc, peut-être que je suis pas autiste. Alors que c'est ridicule, de se dire c'est juste applaudir quand il faut. Mais moi, rien que ça, par exemple, j'étais en mode « Ah oui, peut-être que je suis pas autiste ». Quand on est soi-même concerné, l'une des conséquences de la représentation étroite que l'on peut avoir de l'autisme conduit à une auto-stigmatisation ou un auto-dénigrement, comme en témoigne encore Florence pour nous. On est là à se dire « Mais en fait, je suis un humain raté et en même temps, je suis une autiste ratée. » Donc en fait, on se sent vraiment un peu comme une merde. Et c'est vrai que j'avais vraiment la sensation d'appartenir à rien. Parfois, on sent que quelque chose ne va pas, comme Magali, lors de la naissance de Julien il y a 16 ans de cela. Non, ce qui est étrange, c'est que quand Julien a eu 4 jours qu'on était à la maternité, il ne parlait pas, enfin évidemment à 4 jours, et il ne tétait pas à mon sein, et il avait l'air ailleurs, et je me suis dit, il est autiste. Et après, j'ai pensé tout le temps à ça. Et plusieurs des personnes de mon entourage m'ont dit « Mais non, il est pas autiste, tu vois, il est éveillé, tout ça. » Et après, je me suis dit « Mais c'est vrai, il nous regarde, il sourit, il a l'air... » Du coup, j'ai oublié le fait que cette pensée qui m'est traversée. Et quand j'ai vu les signes de l'autisme ensuite, j'ai reconnu des signes chez Julien. Mais je m'accrochais de toutes mes forces à l'idée que non, il n'était pas autiste, je voulais pas qu'il soit autiste. Et je cherchais tous les signes qui montraient le contraire, parce que, par exemple, il y a des signes, Julien, les enfants autistes, on dit qu'ils font du flapping, c'est-à-dire ils bougent les mains, comme ça, ils bougent les mains. Julien, il n'avait pas tout ça. Il ressemblait pas à l'image que je voyais sur les brochures décrivant l'autisme. Du coup, je pensais pas qu'il soit autiste, même si je voyais que certaines descriptions, ça lui correspondait. Toutes les personnes avec autisme n'ont pas en effet besoin de flapper, de faire flap, flap, flap avec leurs mains. Ce comportement peut ne pas être présent du tout ou se manifester de façon épisodique par des mouvements très discrets que vous ne verrez pas, dans des moments très particuliers, d'angoisse par exemple, mais pas que. Florence encore évoque une autre difficulté d'identification lors d'un stage à l'initiative du rectorat de Lyon de sensibilisation à l'autisme pour personnes assistantes de vie scolaire. J'avais fait une formation avec le rectorat pour un poste d'assistante aux enfants handicapés en fait, dans les classes. Et typiquement, on a eu donc un petit film, etc. On a eu des parents de personnes autistes et tout qui étaient venus parler. Et c'est vrai, quand j'avais vu ce film et tout, je m'étais dit, mais ça me ressemble pas. Enfin, je veux dire... Et pourtant, en même temps, ils avaient cité un exemple qui m'avait un peu parlé, c'était oui, alors nous, on adore se retrouver à la machine à café pour papoter notre week-end, etc., alors que les personnes autistes, elles comprennent pas. Et ils s'étaient tous mis à rire. Et moi, j'étais restée complètement poker face, en mode, je comprends pas l'intérêt, en fait, d'aller à la machine à café pour parler. Je vois pas l'intérêt. Enfin, si on est là pour bosser, on est là pour bosser, pas pour boire du café.
Donc c'est vrai que là, j'avais vu qu'il y avait une incompréhension et j'étais revenue un petit peu en me moquant de moi-même, en disant, du coup, à Jorik, qui était mon copain à l'époque, en fait, ça se trouve, je suis autiste, mais c'était une blague, du coup. Les personnes concernées ne sont pas les seules à être imprégnées d'une conception binaire de l'autisme. Les médecins ou les psychologues le sont aussi parfois. Florence. Ou alors, c'était au CMP, par exemple, à un moment donné, il y avait un nouveau psychiatre, et justement, je lui parlais que j'étais en cours de diagnostic et que j'étais pas forcément d'accord avec le diagnostic parce que je l'acceptais pas. Et il m'a dit, de toute manière, je vois même pas en quoi vous êtes autiste. Et j'étais, en même temps, j'étais contente parce qu'il me donnait raison, et en même temps, il y avait un truc à l'intérieur de moi qui disait, genre, mais mec, tu me connais même pas, ferme ta gueule. Et donc, du coup, c'est vrai que le type, ça faisait à peine 5 minutes que j'étais devant lui. Il a pas vraiment interagi avec moi, quoi que ce soit. Je suis juste arrivée, je lui ai dit bonjour, je me suis assise. Et c'est tout. Donc, en fait, c'est vrai que ça, c'est un petit peu étonnant. Cela fait plus de 40 ans. C'était dans les années 80 que les classifications internationales ne placent plus l'autisme dans les psychoses, mais dans les troubles neurodéveloppementaux. Mais la forte culture psychanalytique française fait que ce cadre théorique est encore très présent, y compris dans la formation des psychologues et des médecins. D'ailleurs, une étude de 2010 indique que 23% des médecins généralistes français déclarent encore qu'un enfant autiste est atteint d'une psychose, et 6% de ces médecins pensent qu'un enfant autiste souffre d'une schizophrénie. Difficile à croire, n'est-ce pas ? Florence, toujours. Après, globalement, j'ai eu aussi des retours très très positifs. Par exemple, ma médecin traitante qui m'avait suivie pour de l'anorexie mentale, pour des TOC, de la dépression, etc. Donc en fait, elle savait déjà les comorbidités, quoi. Elle avait juste pas le trouble initial. Il est parfois difficile de recoller les morceaux, d'aller recruter, comme disent les psychologues, les éléments diagnostiques, même pour les médecins, et pas seulement les médecins généralistes. Audrey l'évoque ici. En ce qui me concerne, mon médecin traitant était très surpris quand je lui ai apporté mon diagnostic. Mais voilà, il n'a pas non plus nié le diagnostic. Par contre, j'ai eu une expérience un peu étrange avec un interniste qui me suit parce que j'ai des problèmes de carence en fer. Et quand j'étais donc en cours de diagnostic, et qui m'a dit clairement le SA, c'est un truc d'enfant. Le spectre de l'autisme, un truc de gosse, un truc d'enfant pour cet interniste. Un interniste, peu le savent, moi je ne le savais pas, est un spécialiste de médecine interne. On trouve des services de médecine interne plutôt dans les métropoles. Ce sont des services qui rassemblent des super spécialistes d'à peu près tout ou presque. À côté des médecins généralistes, des spécialistes, le contexte familial constitue parfois pour les personnes avec autisme une difficulté supplémentaire dans l'acceptation du diagnostic. Audrey. Je dirais, ça a été compliqué avec ma belle famille. Ils ont eu des difficultés à être convaincus par le diagnostic quand on a parlé de l'autisme de Clara. Parce que je pense que c'est pareil, il devait avoir une représentation de quelque chose de très handicapant. Et encore aujourd'hui, régulièrement, mon beau-père il nous dit que son autisme, ça vient du fait que son petit frère a été à l'hôpital quand il était bébé. Du coup, elle a été 10 jours sans moi. Et du coup, voilà, ces difficultés viendraient de ce moment-là. Je pense que ça reste un petit peu... On n'en parle pas, ça reste difficile. Si ça reste difficile, c'est sûrement parce que l'autisme constitue un stigmate. Vous savez, cette marque faite au fer rouge sur les bras des esclaves dans l'Antiquité romaine. Ce stigmate est tellement bien ancré que les conceptions qui en découlent restent pour la plupart figées. Magali. Ils avaient les mêmes préjugés que moi, c'est-à-dire qu'un enfant autiste, par exemple, ne pouvait pas sourire ou regarder la personne. Et du coup, ça a mis du temps à cheminer, quoi. Le fait qu'il soit autiste, ça... On a mis quand même du temps à l'accepter. Enfin, disons du temps, on a mis 1 an à l'accepter. Françoise. Ça a joué parce qu'on était quand même dans le refus. Mais voilà, avant de trouver la bonne voie, je dirais, la voie qui peut éventuellement considérer qu'il y a des choses à lui apporter et à l'accompagner, il a fallu 3 ans.
trouver les bonnes personnes, la bonne voie, dépasser les stéréotypes, enrichir ces représentations pour enfin poser un diagnostic. Amélie. Oui, les gens ils nous disaient il est pas autiste. Voilà. Et encore assez récemment, donc Quentin il a eu son diagnostic. Le début du diagnostic à 2 ans, donc après c'est un parcours de plusieurs mois. Il a 5 ans et demi aujourd'hui, et il y a quelques mois, ma maman m'a dit, donc maman, ex-instit de maternelle, petite section pendant 35 ans, m'a dit « Ah ben Amélie, tu vois, en fait t'avais raison et je voulais pas te croire. » Et en fait, parce que dans la tête des gens, être autiste, c'est pas ça. Quentin, il parle, Quentin, il est capable de regarder les gens dans les yeux, il a un copain, il est super à l'aise avec son corps, il sait faire du vélo, il adore nager, et donc, dans la tête des gens, il est pas autiste. Et dépasser le stigmate par la colère et l'affirmation. Et après, notre fils aîné Clément avait dans sa classe, en petite section, un petit garçon qui était porteur d'autisme. Et en fait, ça n'a jamais été dit. Et je l'ai su après, quand nous, on a eu le diagnostic de Quentin, où j'ai réalisé. Et la seule chose qu'on disait, c'était Jason était un peu bébé dans sa tête. Il avait une AESH, il était autiste, il était non-verbal. Et ça me met très en colère, en fait, qu'on n'ait pas prononcé ce mot-là, en fait, d'autisme, comme si c'était un gros mot, comme si c'était une insulte. Et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Genre, j'ai pas envie que ce soit une insulte, en fait. Voilà, oui, mon fils, il est un peu différent, mais voilà, pour moi, c'est pas une insulte, quoi. Je veux dire, moi, je suis noire, voilà, de la même façon que je suis noire et que je suis pas complètement dans la norme et un peu différente de la norme, et que ça peut parfois me causer des soucis. Mon petit garçon, il est porteur de TSA, il est pas tout à fait dans la norme, ça peut parfois lui causer des soucis, mais c'est pas pour ça qu'il n'a pas le droit et qu'on n'a pas le droit de le dire, quoi. Moi, je trouve qu'il faut le dire. Ces efforts d'affirmation post-diagnostic peuvent être aussi difficiles à produire dans son milieu professionnel. Audrey en témoigne ici pour nous. Audrey est violoniste, concertiste professionnelle. Ils ont accepté beaucoup de choses au niveau des aménagements que j'ai demandés, mais j'ai eu droit à une phrase une fois que j'ai pas bien saisie sur le moment d'ailleurs, me disant de ne pas mélanger mes difficultés d'ordre autistique avec les difficultés liées vraiment au travail, enfin, comme si elle avait peur que je contagie l'ensemble de mes collègues avec certains ressentis de mes difficultés. Et pour les amis, même difficulté. Catherine en témoigne. Alors j'ai reçu des réactions très différentes. J'ai une amie qui n'a pas du tout été surprise. Elle a même posé le mot avant moi quand je lui ai dit « Écoute, j'ai quelque chose d'important à t'annoncer ». En revanche, de la part d'autres personnes, j'ai eu beaucoup de retours étonnés, limite soupçonneux. « Non, pas toi, ce n'est pas possible ». S'approprier le diagnostic ou se rendre sensible à la diversité et la largeur du spectre de l'autisme peut aussi passer par la diversification de ses sources d'informations, comme pour Audrey. Les livres ou certains sites internet peuvent être des passeurs pertinents. J'ai acheté une quantité de livres sur le sujet non négligeable. Et puis j'ai cherché beaucoup de choses sur internet aussi. On trouve beaucoup d'articles, de témoignages qui m'ont permis finalement d'avoir une très bonne connaissance de l'autisme au bout du compte, de bien prendre conscience de la longueur du spectre et notamment j'ai beaucoup cherché de renseignements sur les biographies de femmes Asperger, puisque voilà, ma fille étant une femme ou presque, une fois que j'ai eu les vraies informations à ma disposition, du coup c'était devenu la vérité, donc j'y ai adhéré tout de suite. Par contre, je pense qu'en ce qui concerne ma fille, ça a été certainement responsable d'un retard de diagnostic. Après avoir recueilli ces témoignages sur les stéréotypes qui circulent sur l'autisme, en allant des personnes concernées aux spécialistes en passant par leur famille ou leurs amis, je suis allé rencontrer Romain Tabonne pour qu'il nous fasse part de sa réaction en tant que professionnel. Romain est psychologue au Centre Ressources et Réhabilitation de l'hôpital du Vinatier. Il travaille beaucoup sur la stigmatisation en santé mentale et mène actuellement des actions pour tenter de la réduire au sein du collectif ZEST.
Il intervient également comme clinicien auprès de personnes accompagnées par l'unité TS2A, unité spécialisée dans la réhabilitation de personnes adultes avec un TSA. Romain Tabonne, merci de nous recevoir dans ton bureau pour ce podcast. J'aimerais vraiment savoir comment toi tu as reçu les témoignages que nous venons d'entendre durant cet épisode du podcast. Comme souvent, quand on est confronté à des partages comme ça de vécu, moi, ça m'inspire beaucoup de reconnaissance aussi, en fait, des personnes qui ont la démarche de se livrer, de s'exposer comme ça, et je me doute qu'elles le font parce que justement, elles ont aussi cette envie de bouger les représentations. Et ce que je trouve aussi assez fort, c'est que on se rend bien compte qu'au départ, on est tous soumis aux mêmes représentations sociales de l'autisme. Qui que l'on soit, il n'y a pas un mur d'un côté avec des personnes avec des bonnes représentations, d'autres non. C'est plus compliqué que ça, et puis il n'y a pas un mur personnes concernées, personnes non concernées là-dessus. Et on est tous plus ou moins égaux devant les stéréotypes. Ouais, exactement. On a souvent les mêmes au départ qu'il faut travailler, enfin qu'on peut travailler, et c'est compliqué. Tu veux dire que toi, en tant que psychologue, tu avais aussi les mêmes? Oui, complètement. En tant que psychologue, en tant que personne... Quand j'ai commencé à travailler, je travaillais en CMP adulte, et déjà je me disais en CMP adulte, tu vas pas recevoir en fait de personnes avec autisme, parce que ce que j'avais pu voir au cours de mes formations finalement, c'était juste un petit regard sur l'enfant avec beaucoup de difficultés dans les interactions, très isolé, très renfermé, plutôt cette image-là, et du coup quelqu'un qui va être pris en charge de façon très spécifique. Le fameux stéréotype de l'enfant mutique et au comportement parfois dérangeant. Et donc d'un autre côté, il y avait aussi le côté qui venait plus un peu de ma culture ciné-série, où j'avais la représentation de l'autiste Asperger dans ses clichés aussi, avec Sheldon ou Sherlock, des personnages comme ça. Que des génies, que des hommes. Voilà. Et c'est ça. Et du coup, comment toi, tu as pu dépasser en tant que professionnel ces stéréotypes constitués par ces deux pôles du spectre autistique? Et comment tu as pu enrichir tes conceptions? Face au constat que ma formation n'était pas suffisante, effectivement, pour m'apporter des informations, comme le disait Catherine, je crois, il y a eu le mot diversification du coup des ressources. C'est un peu ce qui s'est passé. De façon du coup un petit peu intuitive, je suis allé voir sur internet en tapant sur des moteurs de recherche. Je suis tombé sur des vidéos de Julie Daché dans un premier temps, ça a commencé déjà à élargir un peu les choses. Ces vidéos et sa superbe BD. Oui, effectivement, la bande dessinée La différence invisible aussi, je l'ai lu, je l'ai acheté, je l'ai offert. C'est une ressource qui était très chouette aussi. Ça s'est aussi élargi donc avec l'accompagnement des personnes que je suivais et les échanges autour de ça. On a été un peu finalement dans une co-recherche, co-construction. Bien sûr. À un moment donné, je suis tombé aussi un peu par hasard sur un article de Véronique Baraton, qui est père aidante en autisme, qui est maintenant ma collègue, autour du coup du spectre de l'autisme. Cet article que j'ai trouvé fantastique en fait, parce que clair, synthétique, qui offre d'autres pistes et qui en même temps est imprégné de son vécu à elle. Donc ça a été aussi quelque chose d'assez important. Et Véronique Baraton, que l'on entendra dans ce podcast pour un épisode consacré à l'autisme au féminin. Pour les autres ressources, donc il y a eu quand même des lectures un peu plus classiques comme celle de Tony Attwood, et après aussi des formations dont j'ai pu bénéficier, notamment auprès du CRA, qui propose des formations gratuites et accessibles à énormément de personnes, et donc ça a été aussi très précieux. Pour terminer cet entretien, comment tu as, quel conseil, si tu avais un ou deux conseils à donner à tes collègues ou à toute personne qui écoute ce podcast pour enrichir ses conceptions sur ce qu'est l'autisme en réalité, sur tout le spectre? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Avec le recul, en regardant moi, c'est peut-être l'idée en tout cas de se dire j'ai le droit de pas tout savoir. C'est pas parce que je suis professionnel dans un domaine que je suis censé être tout de suite pouvoir donner la bonne réponse au bon moment, et du coup je peux admettre qu'il y a des choses
ou ben je sais pas, ou même des fois je me trompe, et bon après c'est déjà la première étape, et puis après du coup si en plus voilà, à partir de ça on fait ce parcours que les personnes aussi concernées ont fait, en fait de rechercher de l'info, et on échange autour de ça, finalement ça devient quelque chose de super. Et aussi du coup comme autre conseil, ça serait en tant que professionnel en tout cas, d'accorder du crédit au témoignage, du crédit, aussi de la valeur en fait, du coup des choses qui sont essentielles pour notre pratique. Pour les personnes concernées aussi, je leur dirais peut-être, on sait que les études au niveau des moyens de lutter contre la stigmatisation montrent que ce qui marche en fait c'est du contact, du coup de l'échange, si possible une rencontre en direct, ou du coup effectivement ce média de partage d'expérience, témoignage, voilà, c'est ce qui modifie les représentations de façon pérenne. Et donc pas hésiter à parler de leur vécu, ou et ça vaut pour tout le monde aussi, à partager ce qu'on a trouvé comme ressources qui nous parlait, du coup voilà, partager avec ses amis, ses collègues, son pharmacien, son boulanger, je sais rien, mais voilà, partager et prendre la parole. On ne le répétera jamais assez, la parole est politique. Merci Romain. Merci Pascal. Merci d'avoir pris le temps d'écouter Troubles dans le spectre. Ce podcast est présenté par Pascal Bellanca-Penel. Il est produit en collaboration avec le Centre Ressources Autisme Auvergne-Rhône-Alpes, le Centre Ressources Réhabilitation de l'hôpital du Vinatier à Lyon et l'unité TS2A. Céline Jacob-Gromètre, Sandrine Mardi-Rossian, Alejandra Vaquet, Aude Long, Romain Tabonne, Floriane Todorov ont co-construit cet épisode avec moi. Merci aussi infiniment à Véronique Baraton et Microméga pour la musique. Merci à Jorik Gouache pour le mixage et la réalisation de cet épisode. Merci aux personnes concernées qui ont témoigné dans l'épisode. Merci à Florence, Catherine, merci à Audrey et sa fille Clara, merci à Françoise, Magali et Amélie.